Quand on parle de Chicago, n'importe où dans le monde, ça évoque immédiatement la criminalité, les meurtres, la violence. Mais personne ne parle vraiment des 50 femmes disparues ou assassinées dans cette ville. Tonight, hundreds call for something to be done on behalf of Chicago's black and brown women and girls murdered or missing, their cases unsolved. C'est ici qu'on a découvert le corps de notre sœur. C'était une ruelle sale, il y avait plein de poubelles. Là, on a jeté ces femmes dans des poubelles, ou on les a laissées dans des bâtiments désaffectés. C'est abominable, et on en a à peine parlé aux infos, voire pas du tout. Comment se fait-il que Laci Peterson, une femme blanche disparue en Californie, se retrouve en première page du journal à Chicago, alors qu'une femme noire disparue à Chicago se retrouve en page 57? En 2001, une première femme a été retrouvée tuée avec le même mode opératoire. On est en 2021 et on retrouve encore des femmes dans le même état. Is there a serial killer living among us? Est-il possible qu'une même personne soit coupable dans plusieurs de ces affaires? Je pense qu'on peut raisonnablement dire que oui, évidemment. Mais on manque d'éléments pour le prouver. Tout ce qui se passe à Chicago semble indiquer qu'on se trouve face à un ou plusieurs individus qui tuent à de multiples reprises. C'est atroce. On parle d'êtres humains. Ces femmes étaient des mères, des filles, des sœurs, des épouses. On ne vole pas au secours de ces femmes, ce ne sont pas des princesses. Il voulait me tuer. Je suis restée immobile et j'ai fait comme si je ne respirais plus. C'est comme si on envoyait à tous les tueurs en série le message qu'à Chicago, on peut tuer impunément, si on choisit les bonnes victimes. There's somebody out here killing people. They not catching them. We need help. En fait, c'est la seule chose de ma vie que je peux pas oublier. Ce qui est arrivé à ma mère cet été-là, quand elle est partie chercher nos bulletins de notes et qu'elle n'est jamais rentrée. Ma mère était une femme magnifique. Elle était très joyeuse, toujours heureuse. Notre maison était remplie d'amour. Je me rappelle une fois où la radio était allumée et d'un coup, il y a une chanson des années 80. Et je me souviens qu'elle s'est mise à danser avec mon petit frère. On aime beaucoup la musique dans la famille. La mère d'Angie lui a transmis l'amour du piano. Elle était chez les scouts quand elle était petite et ont participé à la vie de notre paroisse. Elle a donné à Kiana et Antonio la même éducation qu'on lui avait donnée. Avec mon petit frère, on était toute sa vie. Elle nous emmenait partout où elle allait. Je me souviens qu'il était très tôt le matin et ma mère avait pas très envie d'y aller parce que l'école était à l'autre bout de la ville. J'étais jeune, j'avais 8 ou 9 ans. Je me rappelle qu'avec mon frère, on lui a demandé si on pouvait venir avec elle. Elle nous a répondu que non, qu'elle préférait qu'on reste à la maison. Et puis elle est partie. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. 2 policiers sont venus chez nous et nous ont demandé si on avait une fille du nom d'Angela Ford. J'ai répondu oui. Ils nous ont dit qu'elle était à l'hôpital du comté de Cook. Elle avait été étranglée. Angela Ford, mère de 2 enfants, a été retrouvée entre la vie et la mort dans un bâtiment désaffecté à 3 kilomètres de chez elle. D'après le rapport de police, en plus d'avoir subi une strangulation, Angela a également été victime d'agressions sexuelles. Elle est encore en vie, mais inconsciente. Quand je suis allé la voir, elle était entre la vie et la mort. Elle avait une infirmière à son chevet en permanence. Je me rappelle qu'elle était dans le coma. Et puis, je me souviens de mon petit frère qui est sorti en courant de la chambre d'hôpital quand il a vu l'état de notre mère. Elle avait des plaies partout.
Donc, il est sorti en courant. La police voulait savoir ce qui s'était passé, mais elle ne pouvait pas parler. Ma grand-mère a commencé à mener son enquête pour comprendre qui avait pu faire ça et ce qui avait pu se passer. Je ne sais même pas si ma mère est arrivée jusqu'à l'école, mais je pense que non. Elle est restée dans le coma pendant environ 1 an et demi. Et puis, un vendredi soir vers 22h30, on nous a appelés pour nous dire qu'elle était morte. Je me demande encore ce qui serait arrivé si mon frère et moi on était sortis avec elle. D'habitude, on faisait tout ensemble. Mais là, ce jour-là, elle nous avait demandé de rester à la maison. L'enquête de police sur le meurtre d'Angela n'avance pas. Les échantillons d'ADN retrouvés sur son corps ne correspondent à aucun suspect connu. En ce qui concerne le déroulement de la journée d'Angela après son départ pour l'école de ses enfants, le mystère reste entier, aussi bien pour la police que pour sa famille. Quand ils m'ont dit où elle avait été retrouvée, j'y suis allé. C'était un immeuble abandonné. Il n'y avait rien là-dedans. J'avais plein de questions. Est-ce qu'elle a été agressée ailleurs, puis amenée dans cet endroit? Il y a plein de questions sans réponse. Qui l'a retrouvée, par exemple? Comment elle a été découverte? On n'a eu aucune réponse. La police venait de temps en temps, mais les équipes ont changé plusieurs fois, au moins 2 ou 3 fois. À chaque fois qu'on discutait avec quelqu'un de nouveau, ils ne connaissaient pas bien l'affaire ou s'en fichaient, je ne sais pas. Au fil des années, l'affaire a été oubliée petit à petit. Mais la justice, ça existe. C'est important de la faire respecter. Mais justice n'a jamais été rendue, ni pour Angela, ni pour les 5 autres femmes également retrouvées étranglées et abandonnées après elle en 2001. Et ce n'est que le début. Les années passent, et de plus en plus de femmes sont retrouvées étranglées. Mais les affaires sont traitées séparément, et parfois à peine signalées. En 2018, Rio Renee Holyfield devient la 51e victime. C'était un ange. Elle était adorable. Elle avait le cœur sur la main. Elle avait vraiment les pieds sur terre. Je me souviens d'elle quand j'étais petit. Elle était un peu plus âgée que moi. J'étais un gosse du quartier d'Inglewood et elle me disait « Sers-toi de ton cerveau. Faut que tu sois un leader. Et pour faire les choses bien, faut être un leader intelligent. » Elle m'a beaucoup influencé. Je pense à Rio tous les jours. Elle a été retrouvée dans une benne plusieurs jours après sa mort. Elle est morte étouffée. Mais personne nous a jamais dit le jour exact de sa mort. Quand on a commencé à chercher des informations sur sa mort, on a entendu parler de 50 autres femmes qui seraient mortes dans les mêmes circonstances. Toutes ces femmes ont été retrouvées à peu près dans le même état, mortes par strangulation ou étouffement, toutes. Mais pour ce qui est d'obtenir justice, on n'a rien pour aucune d'elles. Ces femmes mortes étranglées n'avaient pas toutes le même profil. Certaines sont blanches, d'autres métisses. Mais en grande majorité, il s'agit de femmes noires. La première fois que j'ai entendu parler de ces femmes, j'étais journaliste indépendante. J'ai une amie très proche, Mickey, qui est autrice, et un jour j'en ai parlé avec elle. Au fur et à mesure de la discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des similitudes. La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai cru que c'était une légende urbaine. Je trouvais ça incroyable qu'on ait retrouvé autant de femmes noires mortes dans les mêmes circonstances et que personne n'ait cherché à en savoir plus. En tant que femme noire, on est sur la marche la plus basse de la société. On passe en dernier pour ce qui est des ressources, du soin et de l'importance qu'on nous donne. Et pourtant, la vie de ces femmes avait de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces victimes?
J'ai été sidérée par cette indifférence. Le fait que ça dure depuis autant d'années et que personne n'ait jamais payé pour le meurtre de ces femmes, c'est absolument désolant. Mon éditeur m'a appris qu'il y avait un pasteur militant du nom de Robin Hood qui travaillait avec les familles de certaines victimes. Je suis pasteur depuis plus de 30 ans. J'ai commencé par travailler sur la lutte contre la violence parce que ça me touchait de près. Ça me permettait de sortir des 4 murs de l'église et de travailler au cœur de ma communauté. L'un des nombreux messages que je prêche parle de la nécessité de protéger nos femmes et nos filles. Il faut absolument braquer une lumière forte sur ces affaires pour que le monde entier commence à se dire qu'il est nécessaire de résoudre ces meurtres. The Reverend Robin Hood and other activists accuse police of not taking the cases seriously. But we was any place else in the state of Illinois where it was predominantly whites or rich people, you would have a dragnet looking for people. Tout le monde n'est pas capable de se lever tous les matins, d'enfiler un uniforme, de mettre son insigne, de prendre une arme et d'aller gérer des atrocités que la plupart des gens ne voient jamais dans une vie, notamment les affaires dont on parle ici. Mais le fait est qu'à chaque fois qu'une personne se fait tuer à Chicago, et en particulier pour ces femmes, un enquêteur est nommé. On a travaillé dur sur chacun de ces meurtres. On n'en a ignoré aucun. En 2018, la police de Chicago ordonne une étude des 51 meurtres avec l'aide du FBI. Cette étude est toujours en cours à ce jour, et la police ne peut donc dévoiler aucun nouvel élément sur les meurtres. Mais un détail crucial semble déjà émerger. La strangulation, ce n'est pas un mode opératoire banal. À Chicago, ça concerne moins d'1% des cas d'homicide. Certaines années, c'est même moins de 0,5%. Ce n'est pas fréquent. En 30 ans de carrière dans le South Side, Gerald Hamilton, ancien enquêteur, s'est déjà trouvé face au type de meurtre que la police voit le plus souvent à Chicago. À l'époque, c'était très fréquent. On avait des meurtres, des fusillades, des guerres de gangs, des choses comme ça. Chicago, c'est une ville pas comme les autres. En avril 85, je suis entré dans la police de Chicago. Je travaillais dans des unités spéciales. Et en 98, j'ai été promu à la brigade criminelle. Quand on travaille à la crime de Chicago, dans les quartiers du South Side, c'est très différent du même boulot dans le North Side. Géographiquement, la ville de Chicago est divisée entre le South Side, le West Side et le North Side, qui sont tous regroupés. Et puis, il y a le East Side un peu à part. Il faut traverser plusieurs ponts pour y aller. Quand on bosse dans la police, surtout au bout de 30 ans comme moi, on se rend vraiment compte qu'entre deux quartiers, même à quelques rues d'écart, le boulot n'est absolument pas le même. C'était vraiment chaud dans certains quartiers. Il n'était pas rare qu'on bosse sur 5 ou 6 meurtres différents en même temps. La plupart des homicides, surtout à Chicago, sont commis avec des armes de poing. La strangulation, c'est un mode opératoire très particulier. En général, les meurtres par strangulation sont commis dans un cadre intime, souvent au domicile de la victime. Pourtant, presque toutes les femmes de ces affaires ont été retrouvées en extérieur. Certaines, comme Angela, dans des bâtiments désaffectés. On a même un terme ici pour décrire ce genre d'endroit. On appelle ça un abandonminium. À Chicago, il y a des tas de bâtiments à l'abandon, très attirants pour des gens qui veulent rester à l'abri des regards. C'est le lieu idéal pour se débarrasser d'un corps. D'autres ont été retrouvés dans des ruelles, sur des terrains vagues ou même dans des poubelles. Et presque toutes dans le West Side et le South Side. Mais pour autant, aucun lien n'a été établi entre ces affaires. Quand on évoque les quartiers du West Side et South Side, on pense immédiatement à des rues où vivent principalement des communautés noires. La plupart de ces meurtres ont donc eu lieu dans ces communautés noires et on ne fait rien. Comment peut-on vivre tranquille en sachant ça? Pourquoi n'est-on pas en état d'urgence?
Ce qu'il faut comprendre concernant les histoires de ces femmes, c'est que tout se passe essentiellement dans des quartiers que la ville néglige depuis longtemps. Ces parties de la ville sont en détresse. Dans ces quartiers, le taux de criminalité est très élevé et le taux d'élucidation souvent très bas. Le taux d'élucidation est variable selon les années et les études ne sont pas toujours très fiables. Mais une station de radio locale a produit une étude selon laquelle les homicides visant des victimes noires sont résolus 2 fois moins vite que les affaires visant des victimes blanches. Et après, on dit qu'on ne sait pas pourquoi ça se passe ici. Bien sûr qu'on le sait. C'est parce que cette ville est un endroit où l'on peut tuer impunément. C'est ici que débute la quête de réponse. Dans ces quartiers, souvent décrits comme des zones où règne le crime et la misère, les gros titres parlent chaque jour de guerre des gangs, de trafic de drogue et de fusillades. Et les histoires de femmes assassinées sont souvent remisées ou ignorées. Quand il se passe des choses dans nos quartiers, les médias n'en parlent que s'il s'agit d'informations qui confortent les gens dans ce qu'ils pensent des communautés noires. Mais il y a tellement d'autres événements dont personne ne parle jamais. On n'en parle pas assez, ce qui fait que la perception des Noirs dans les autres communautés est faussée. Personne ne connaît la vie de nos enfants, de nos familles. Les gens ne comprennent pas qu'en plus de notre culture propre et de notre expérience ici, nous sommes aussi américains. Ce que je veux dire, c'est que quand on raconte une histoire, il faut la raconter en entier. J'ai vécu très longtemps à Inglewood, parmi la classe ouvrière, avec des revenus très faibles. Je suis du South Side pour toujours. Notre quartier était merveilleux. Mon père venait de Louisiane et ma mère du Mississippi. Mes parents ont fait partie des premiers Noirs à être propriétaires. Ils étaient habités d'un désir qui était né pendant la grande migration afro-américaine. Ils voulaient avancer et ils étaient très attachés au pays. On sortait toujours le drapeau pour le Labor Day, pour le 4 juillet, pour le Memorial Day. On fêtait ça avec les voisins autour d'un barbecue. Il y avait une très belle énergie. Et les gens comprenaient les efforts à faire pour constituer une communauté active. Et ceux qui étaient prêts à les faire pouvaient y arriver. Les quartiers du South Side et West Side étaient habités par des gens qui voulaient vraiment vivre le rêve américain. Je suis un enfant du West Side, précisément du quartier de North Lawndale. J'ai grandi ici. Comment ça va? Ça fait plaisir. Historiquement, c'est un quartier considéré comme ouvrier. La plupart des gens vivant dans le quartier travaillaient soit dans les usines qui ne sont pas très loin, soit dans les usines de confiserie, soit dans les ateliers textiles. À l'époque, ces emplois rapportaient un salaire suffisant pour devenir propriétaire. Ça a été le cas pendant très longtemps. Petit à petit, de plus en plus de familles noires se sont installées dans ces quartiers et les ressources ont commencé à diminuer, notamment à cause du racisme. Si l'on réfléchit vraiment à ce qu'est le racisme, ce sont les agents administratifs qui vous obligent à faire des pieds et des mains pour vous inscrire sur les listes électorales.
C'est la manière d'agir des policiers. C'est la discrimination bancaire. Toutes ces stratégies visant à empêcher les Américains noirs de bénéficier des droits constitutionnels fondamentaux. L'un des problèmes auxquels on devait faire face dans des quartiers comme North Lawndale, c'est que les banques ne voulaient pas prêter aux Afro-Américains. Donc, les gens devaient contracter des prêts par des entreprises privées, dont les taux d'intérêt étaient tellement élevés que les gens se retrouvaient endettés. Il y avait besoin d'un changement profond du système dans le West Side et le South Side. Ici à droite, c'était l'appartement de Martin Luther King. Il vivait ici en 1966, quand il a commencé à lutter pour le droit au logement. Oh, I've been hit so many times, I'm immune to it. How do you feel about this reception? Well, this is a terrible thing. I've been in many demonstrations all across the South, but I can say that I have never seen, even in Mississippi and Alabama, mobs as hostile and as hate-filled as I've seen here in Chicago. Au cours de mon enfance, il y a eu la mort de Luther King, ainsi que celle de Robert et John Kennedy. Nos communautés ont vraiment vécu ça comme un deuil, comme le reste du pays, j'imagine. Mais ici, on a vraiment senti que la perte de ces grands hommes représentait aussi une perte d'espoir. Dans les 20 années qui suivent, la plupart des industries désertent le South Side et le West Side. Beaucoup d'emplois disparaissent et les familles les plus aisées s'en vont, laissant ici uniquement les personnes les plus pauvres. Quand on se retrouve isolé, voire mis à l'écart, comment exprimer sa douleur et son mal-être? C'est à ce moment-là que la violence a commencé à se répandre, ainsi que les trafics en tout genre, et que j'ai commencé à ressentir le harcèlement policier. Le déclin se fait progressivement. Et puis un jour, on se réveille et on se rend compte que le quartier qu'on aimait a perdu son âme. Mais l'amour était toujours là, il est resté. Et il allait de pair avec la croyance en cet idéal, ce rêve américain. Comme des centaines d'autres Américains noirs, Gwendolyn Williams et sa mère sont arrivés du Sud dans les années 60 afin de se construire une vie meilleure à Chicago, dans le South Side. Gwen était l'aînée de nous 6. Elle a quitté l'Alabama avec notre mère pour venir à Chicago. Et ensuite, on est tous les 3 nés ici. 1971. C'était à White Sox Park. Le ventre à l'air et le pantalon pas de def. C'est très typique de l'époque. Oui. On était tous autour de notre grande sœur. Elle est jolie, cette photo. Elle a été prise à l'école? Oui, au lycée. Quand on regarde cette photo de notre enfance, on voit une télé en noir et blanc dans un coin. Je crois qu'on avait mis un cintre en guise d'antenne. Parfois, le papier peint se décollait un peu, mais sur nos visages, il y avait toujours un sourire. On avait peu de moyens, on était plutôt pauvres, mais on avait tellement d'amour qu'on ne le savait même pas. On ne s'en rendait pas compte. On était 6 enfants, avec notre mère, dans un appartement, avec 2 chambres et une salle de bain. Mais notre mère travaillait dur pour nous. Gwen faisait tout pour l'aider. Et surtout pour qu'on ne manque de rien. Grandir dans une grande ville comme Chicago, c'était vraiment dur. Notre mère voulait s'assurer qu'on ne cède pas aux tentations de la rue et qu'on ait la possibilité d'aller à l'école pour bien démarrer notre vie. On se le dit souvent, mais on ne saura jamais vraiment la vie que l'on aurait eue si Gwen n'avait pas été là comme un ange gardien pour prendre soin de nous. Je pense que Gwen mettait tellement d'énergie pour que nous nous sentions bien que parfois elle s'oubliait elle-même.
Quand je dis que Gwen avait le cœur sur la main, c'est qu'on était vraiment sa priorité numéro 1. Et pourtant, elle était toujours très heureuse, jamais en colère, jamais triste. Ou si c'était le cas, elle ne le faisait jamais peser sur sa famille. Gwen n'a jamais dit de mal de personne. Elle ne voyait que le bien chez les autres. Bien sûr, on se refait le film. Et si elle était restée à la maison? Si elle n'était pas sortie? Je me rappelle cette journée comme si c'était hier. C'était en 2002. Je venais de me faire opérer du pied et Gwen venait me tenir compagnie. Elle est restée quelques jours. Elle faisait la cuisine et elle venait avec moi dans le lit. On mangeait de la glace, on regardait des films. On a passé de très bons moments. Je m'amusais tellement avec elle. Et puis à un moment, elle a reçu un coup de fil et elle m'a dit qu'elle devait y aller. Je lui ai demandé « Mais pourquoi? Tu étais censée rester tout le week-end. Pourquoi tu t'en vas ?» Elle m'a répondu qu'elle devait partir, mais qu'elle reviendrait le vendredi. Elle m'a dit ça. Je reviens vendredi. 24 heures plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était un policier qui m'a dit « On vient de retrouver votre sœur Gwendoline Williams dans une ruelle. Morte. » Je ne sais plus si j'ai d'abord appelé notre mère, mais je ne pense pas parce que je n'aurais pas été capable d'être la première personne à lui annoncer la nouvelle. Non, tu ne l'as pas appelé. Parce que quand je t'ai eu, tu ne lui avais pas dit. J'étais chez le barbier quand tu m'as appelé. Quand le téléphone a sonné, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je suis sorti pour répondre. Et quand tu me l'as dit, je me suis effondré à côté de ma voiture. Le barbier est sorti en courant et m'a demandé « Mike, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» C'était la pire journée de ma vie. C'était un cauchemar. On était tous si proches dans la famille. On faisait tout ensemble. Tout le temps. On ne peut pas imaginer ce puzzle avec une pièce manquante. Mais on nous l'a arraché. Quelqu'un est venu et a détruit notre puzzle. Quelqu'un a choisi de lever la main sur ma sœur. Quelqu'un a décidé de mettre ses mains autour de son cou et de la tuer. Parce que cette personne a décrété que sa vie n'avait aucune valeur. Comme Angela, Gwen a subi une agression sexuelle avant d'être étranglée. Et son assassin a laissé des traces contenant son ADN. Mais cet ADN ne correspond à aucun ADN connu, et l'enquête n'avance pas beaucoup. Au départ, la police nous parlait. Ils nous appelaient et nous tenaient au courant. Mais rien n'avançait vraiment. Du coup, on a décidé de se rendre dans le quartier où elle avait été tuée, pour essayer d'enquêter, de poser des questions. Mes frères sont allés parler aux commerçants, ont demandé à voir les vidéos des caméras de surveillance. On savait que la police ne faisait pas son maximum pour retrouver l'assassin. Quand ils m'ont interrogé, je leur ai pourtant bien raconté que Gwen avait reçu un coup de téléphone. Il était réel, ce coup de téléphone. Et après cet appel, elle a dû partir rapidement. Alors peut-être que la personne au bout du fil pouvait avoir un lien avec la personne qui l'a tuée. Mais à l'époque, ils n'ont pas cherché à voir les registres d'appel. On n'a jamais été aidés. Jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tant que femme noire, je suis en droit de me poser la question. Pourquoi? À mon avis, chez tous les policiers, la vocation vient d'une envie altruiste. Au départ, on a tous envie d'aider les gens dans ces quartiers. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape et quand on arrive dans des quartiers noirs et métissés, dans des zones pauvres, on voit que l'ordre n'est pas maintenu de la même façon. Le problème, c'est que proportionnellement, on est mal représenté dans la police. Il suffit de voir le nombre de policiers noirs et hispaniques dans ces quartiers qui sont en grande majorité noirs ou hispaniques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons policiers blancs dans les rangs, mais il faut être réaliste et s'adapter à des quartiers qui n'ont pas le même fonctionnement que le quartier dans lequel ils se réveillent tous les matins.
Je ne suis pas naïf. Je suis conscient que certains n'accordent pas la même importance à tous les crimes selon l'identité de la victime. Et pour la police, il est parfois plus simple de démanteler un trafic d'armes que de résoudre une série de meurtres. Malheureusement, dans ce genre de situation, les familles des victimes n'en ont rien à faire que l'on arrive à retirer 2000 armes à feu de leur quartier. Leur fille a été étranglée et abandonnée dans une ruelle. C'est normal qu'ils soient en colère. Brownsville est un quartier du South Side marqué par la réussite afro-américaine. C'est ici que Barack Obama a commencé sa carrière et que le célèbre journal de Chicago, Defender, a fait entendre les voix de ses habitants noirs. En 2003, c'est aussi ici qu'une femme d'affaires respectée a disparu en plein jour. Nancy et moi, on adorait toutes les deux Brownsville. C'est là que j'habite. C'est un quartier historiquement noir. À une époque, on a travaillé ensemble, toutes les trois. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Nancy et moi, on pensait toutes les deux que le fait d'entreprendre et d'avoir le contrôle de son propre destin était quelque chose d'essentiel. On a débuté dans les années 60. À l'époque, on agissait, on militait, on partait en croisade. On agissait par conviction, on voulait changer le monde et on avait l'impression que c'était possible. Alors on faisait tout pour y arriver, même petit à petit. Nancy était ce genre de personne. Son but, c'était de laisser une empreinte positive. Elle voulait toucher la vie des gens. Et elle y arrivait à tous les niveaux de sa vie. Elle a commencé par être propriétaire. Elle a acheté un appartement, une ou deux maisons de ville, et puis elle a fini par acheter un immeuble de 17 appartements, avec un commerce au rez-de-chaussée. Elle a décidé qu'elle voulait en faire un salon de coiffure. C'est là que j'ai commencé à travailler pour elle en tant que coiffeuse. Notre collaboration fonctionnait bien. Son but, c'était de partir dans le Mississippi rejoindre notre mère. Mais ça ne s'est jamais fait, malheureusement. Ce jour-là, en fait, tout a commencé la veille au soir. On s'appelait tous les soirs avant de se coucher. On s'endormait jamais sans ce coup de fil. Nous sommes en janvier 2003. Par une froide journée d'hiver, Myrna reçoit un appel de sa grande sœur Nancy. Elle m'avait dit la veille, le lundi, qu'on pouvait déjeuner ensemble ce jour-là. Mardi matin, je suis partie au travail. Mon téléphone a sonné, j'ai répondu. Et c'était Nancy qui m'a dit « N'oublie pas qu'on déjeune ensemble aujourd'hui. » J'ai dit « Ok ». Ensuite, elle m'a rappelé. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu me rappelles? Je suis au boulot. On se voit pour le déjeuner. » Elle m'a dit « Je voulais juste te dire qu'une journée peut tout changer. » J'ai répondu « D'accord, allez, on se voit au déjeuner. » Elle adorait cette phrase « What a difference a day make ». Elle disait souvent que, quand elle passait une mauvaise journée, il fallait attendre le lendemain et tout allait mieux. Ce jour-là, une journée peut tout changer. What a difference a day makes. C'est la dernière chose qu'elle m'a dite. À l'heure du déjeuner, je l'ai attendue, mais elle n'est pas venue. Je lui en ai un peu voulu, parce que ça prenait sur mon temps de pause. Donc le soir après le travail, je l'ai appelée. Mais elle n'a pas répondu, et elle ne m'a pas rappelé. Mais je me suis souvenu qu'en général,
Elle donnait des cours de danse le mardi soir. Donc, je me suis dit que j'allais l'appeler là-bas, qu'elle y serait forcément. Alors j'ai appelé, mais elle n'a pas répondu. J'ai appelé l'une des danseuses pour lui demander si elle avait des nouvelles de Nancy. Elle m'a répondu que non, et qu'elle n'était pas venue à la danse. Et là, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose. C'est elle, là? Oui. Je m'en souviens pas. Elle vivait dans l'appartement qu'elle avait acheté à l'époque, mais elle ne répondait pas à la porte. Donc on a fait le tour et on a cassé une fenêtre. Tout était parfaitement en ordre dans son appartement. Même son lit était fait. Ensuite, je suis sortie de la chambre dont on avait cassé la fenêtre et j'ai vu ses chiens. Ils étaient toujours enfermés. Je me suis rendu compte qu'ils devaient être là depuis 2 ou 3 jours. Et là, mon monde s'est effondré. J'ai fait sortir les chiens et j'ai appelé mon autre sœur. On était vraiment anéantis et on ne savait pas quoi faire. On se demandait, mais elle est où? Où est-ce qu'elle peut être? Je ne voulais pas appeler notre mère dans le Mississippi pour lui dire que Nancy avait disparu parce que je ne voulais pas l'accepter. Je me disais qu'on allait la retrouver. On allait forcément la retrouver. Je ne voulais pas mêler ma mère à ça parce qu'on allait la retrouver. Mais il n'y a aucune trace de Nancy, nulle part. 2 jours plus tard, Myrna se rend à la police pour signaler sa disparition et elle appelle Delmarie. Elle avait disparu le mardi, le jour de ce déjeuner. Et là, on était presque le week-end suivant. J'ai demandé à Myrna si elle avait prévenu la police, elle m'a dit que oui. Les policiers ont essayé de me convaincre que Nancy était peut-être simplement partie en vacances sans nous le dire. Mais je leur ai dit que c'était pas son genre. Elle ne va jamais nulle part sans me le dire. Ils m'ont demandé si elle buvait, si elle était alcoolique. J'ai répondu non, elle n'est pas alcoolique. C'est une femme d'affaires accomplie à Brownsville. Ce n'est pas la personne que vous essayez de décrire. En tant qu'ancienne journaliste pour la télévision, je sais très bien que les médias ne couvrent jamais les disparitions de personnes noires. Ça ne compte pas. Je savais que si on ne forçait pas la parole, personne n'en parlerait jamais. Alors quand Myrna m'a dit que la police lui avait conseillé de laisser passer le week-end, j'ai dit hors de question d'attendre si longtemps. Oh non, on va faire une conférence de presse dès demain. Et on a convoqué les gens au salon de coiffure puisque c'est là qu'elle avait été vue pour la dernière fois. If the police aren't doing enough, then what we as a community and family and friends have to do, then take the investigation into our own hands. Certains journalistes qui me connaissaient m'ont même dit que si l'info n'était pas venue de moi, ils ne seraient jamais venus couvrir cette affaire. Exactement. Ça s'est passé au moment de l'affaire Peterson. Oui. Ma sœur a disparu exactement en même temps que Laci Peterson. Au même moment. Laci Peterson n'avait jamais mis un pied à Chicago. Mais comme par hasard, cette Californienne était en première page des journaux à Chicago. Alors qu'une femme noire vivant à Chicago ne figurait qu'à la toute fin du journal. C'est insultant en tant que femme noire et insultant en tant que journaliste. Pourquoi Nancy ne figurait qu'en page 57 ? Pendant l'enquête, beaucoup de gens ont été interrogés. La police est même allée chercher son ex-compagnon, qui ne vivait même pas à Chicago, pour lui parler. Donc ils ont effectivement interrogé beaucoup de gens, mais ça n'a jamais rien donné. Tout ce que disait la police, c'était « telle personne n'est pas suspectée, un tel n'est pas suspecté, une telle n'est pas suspectée. Aucune des personnes interrogées n'a jamais été suspectée. » On a fait plusieurs conférences de presse après la première. On voulait vraiment mettre la pression sur la police. Nancy avait disparu depuis 7 semaines et tout ce qu'on pouvait se dire c'était « ça fait 7 semaines et on n'a toujours aucune piste ». Le 19 mars 2003, Myrna reçoit un coup de téléphone. C'était l'un des enquêteurs qui travaillait sur l'affaire. Il m'a dit « Myrna, on a trouvé quelque chose. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. »
On ne sait pas, et ce sont ces mots exacts, on ne sait pas encore si c'est un animal ou un corps humain, parce qu'on ne l'a pas encore identifié. Et il m'a demandé si je pouvais me procurer les dossiers dentaires de Nancy. Je lui ai répondu que oui, et je lui ai envoyé. Et là, il m'a rappelé et m'a dit « Myrna, c'est bien elle. » Elle était dans 3 sacs. Un sac qui contenait ses jambes, un sac qui contenait ses bras et un qui contenait sa tête. Ils n'ont jamais retrouvé son torse. Jamais. C'est tout ce qui restait d'elle. La police a dit qu'elle avait sans doute été tuée sur le coup. Par strangulation. Elle a été étranglée par derrière. Désormais, Nancy fait partie de ces 51 femmes. Nancy est la première victime et la seule connue à ce jour à avoir été non seulement étranglée, mais aussi démembrée. J'ai suivi une thérapie pendant 5 ans après ça. Je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à déglutir, je n'arrivais plus à manger. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne sais même pas comment j'ai survécu. Le monde a perdu une pierre précieuse. Elle prenait soin du quartier dans lequel elle vivait. Elle faisait tout pour améliorer la vie des gens de son quartier. Je rêve d'elle toutes les nuits. J'ai encore rêvé d'elle cette nuit. Elle me disait « Je t'attends toujours, Myrna. » Et là, je me suis réveillée. Si je devais interpréter ce rêve, je dirais que ce qu'elle attend, c'est qu'on retrouve son assassin. C'est ça qui me motive. L'idée que quelqu'un continue à vivre sa vie après avoir commis un tel meurtre, ça me met hors de moi. Après le meurtre de Nancy en 2003, 7 autres femmes seront retrouvées étranglées cette année-là. Et 3 autres en 2004. 5 autres en 2005. Si vous n'avez pas dans votre entourage quelqu'un qui a connu l'une des victimes, vous n'êtes peut-être même pas au courant de cette histoire. Ça n'a jamais fait la une des journaux. Et la série de meurtres ne s'arrête pas là. Il s'agit sans doute de l'une des plus longues séries de meurtres non résolus aux États-Unis. La police ne fait pas le rapprochement entre ces meurtres, jusqu'en 2017, lorsqu'un organisme indépendant révèle une découverte incroyable. On dispose d'une méthode statistique qui permet d'identifier les meurtres en série. Et la série de Chicago est la plus longue que l'on connaisse. Imaginez, chaque poste de police est débordé d'affaires de violence. On entend parler de dizaines de fusillades chaque semaine. Au milieu de tout ça, il est très compliqué de distinguer ces affaires individuelles. Ce ne sont pas des cas isolés de délinquance. Il est extrêmement improbable que ces 51 femmes aient été assassinées par 51 hommes différents. J'ai très peu de doutes quant au fait qu'on ait affaire à un ou plusieurs tueurs en série encore actifs.